Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Mamoudou Mara, président de Génération Républicaine, un mouvement associatif en Guinée. Liamine Soum, sociologue et professeur de relations internationales à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Ibouba, journaliste politique. Alors, Khalifa Sall attend donc le verdict. La Cour suprême devrait se prononcer le 20 décembre. Donc là, c'est peut-être l'avenir politique de Khalifa Sall qui est en train de se jouer. Alors, en tout cas, on sait que depuis son incarcération, il bénéficie toujours d'une très très grande popularité. Voilà, malgré le fait qu'il soit en prison, il a quand même pu être élu député. C'est quelqu'un qui reste très populaire. Il bénéficie de gros soutiens et une bonne partie de l'opinion publique lui est complètement acquise. Comment expliquer, Liamine Soum, ce poids qu'il continue d'avoir dans la vie politique sénégalaise ? On peut l'expliquer par un facteur très simple. Lorsqu'on a exercé, on a eu des fonctions. Alors surtout si on a arrosé, je ne fais pas le procès avant l'heure, mais si on a un petit peu arrosé, ça fonctionne bien. Vous savez, en France, on est les premiers à dire qu'il y a une forme de marchandisation de la vie politique. Qu'est-ce que tu me donnes? Un logement, du boulot et je voterai pour toi. Ou alors on clientélise. Dans la très laïque France, on le fait aussi des campagnes électorales dans les synagogues, les mosquées, les églises. Donc on peut faire coller ça à une réalité qui est encore plus avec des défis qui sont beaucoup plus importants au Sénégal. Donc voilà, c'est peut-être une forme de clientélisme qui a pu se construire dans l'exercice du pouvoir, de son pouvoir politique. Il était quand même à la tête de la plus grande ville du Sénégal. Donc on peut imaginer qu'il y a ces connexions, ces réseaux, plus les réseaux de lignage, de famille, etc. Toute la complexité de la société sénégalaise. Je pense que c'est l'un des facteurs principaux. Ibouba. Le Sénégal, vous savez, je reviens toujours à l'exception sénégalaise. Non, pas une exception sénégalaise. C'est pas une exception sénégalaise, mais le Sénégal a ses réalités, en fait, en quelque sorte. Les Sénégalais, en fait, de par sa mentalité, aiment toujours défendre les faibles, en quelque sorte. Donc, vous avez vu le cas de Karim. Alors, on ne peut pas non plus dire qu'il soit faible. Justement, on voit qu'il est renforcé parce qu'il a été emprisonné, par une certaine popularité. Il a été un tout petit peu... vous avez vu le cas du président Sall. Donc, lorsqu'il a eu des problèmes avec le président Ouad, qu'il a humilié, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, et que donc voilà, on l'a dérouté de cette tâche-là, et c'était quelque chose qui n'était pas beau à voir, en quelque sorte. Donc le Sénégalais est très sensible à ces genres de faits qui sont tout à fait négatifs, en quelque sorte. Donc il soutient toujours le faible. Alors ça peut aussi vouloir dire qu'il y a aussi une défiance au sein même de la population à l'égard des institutions. Ouais, c'est clair, ça veut dire que le Sénégalais lambda est d'accord que la transparence ne doit pas faire partie de la vie politique, ne doit pas faire partie de la... Si. Non, ça ne veut pas dire que le Sénégalais n'est pas pour la transparence. Non, je ne sais pas tout à fait ce qu'il est... Oui, mais quand je vous écoute, vous dites que le Sénégalais défend non, ça c'est la sensibilité du Sénégalais. Oui, la sensibilité... Ça c'est la sensibilité du Sénégalais, c'est elle est particulière. Elle est due à l'éducation de la personne, en quelque sorte. La sensibilité du Sénégalais, c'est la justice. C'est l'équité, c'est la transparence, c'est la justice sociale, c'est avoir des logements, avoir des crèches, avoir une mosquée bien faite, avoir une vie décente, avoir une ascension sociale. Ça, c'est la sensibilité du Sénégalais. La transparence, pour moi, dans la vie politique, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas discuter. Pour moi, la transparence, elle doit être inhérente à la vie politique. Aujourd'hui, qu'il soit dans une situation difficile, on le comprend, la prison n'est jamais quelque chose de facile. Tous les opposants, même Ouad qui a fait la prison, il le disait souvent, ça a été très difficile. Mais peut-être que la prison peut être un départ pour Khalifa Sall. Gbagbo a fait la prison, Alpha Condé a fait la prison, Nelson Mandela a fait la prison, donc ça peut être aussi une histoire... Pour d'autres raisons. Voilà. Pour d'autres raisons. Mais je pense qu'il est important que les Sénégalais sachent ce qui se passe dans la vie public. Surtout quand on gère des biens publics. On ne peut pas dire quand on gère des biens publics qu'on ne doit pas avoir de transparence. Monsieur, un homme privé... Vous avez donné l'exemple tout à l'heure de la France. Vous avez dit que par exemple le cas de Jospin, il n'y a que Jospin qui n'a pas touché à la caisse lorsqu'il était à la primature ici en France. Normal. Donc ça se passe aussi comme ça au Sénégal. Vous avez vu que par exemple tous les caciques politiques en France qui étaient là, tous ceux qui sont là, ils ont eu quand même leur budget à part, ils ont eu leur caisse à part. Et quand ils vont avec. Vous l'avez bien souligné tout à l'heure. Mais il ne faut pas regarder vers le pire. Non, je voudrais vous dire, écoutez-moi très bien.
Vous m'avez dit qu'on ne peut pas l'affilier au Sénégal. Mais pourquoi on ne peut pas l'affilier au Sénégal? Je vous dis les réalités sénégalaises, en quelque sorte. Nous avons vu le cas de Karim Wade lorsqu'il était là. Et lorsque le président, ce nouveau président est venu, le président Sall est venu, donc tout le monde attendait le procès de Karim Wade. Mais lorsqu'on a fait le procès de Karim Wade, on a vu que c'était tellement lamentable, en quelque sorte, que les gens ont pu quand même prendre un recul. Parce que le Sénégalais, c'est de sa nature. Non, il est très sensible. On ne va pas généraliser non plus. Il n'y a pas de gêne sénégalais, rassurez-moi. Il n'y a pas quelque chose qui est inné dans le Sénégalais. Non, oui, non, mais en tout cas, la particularité, elle est là. En quelque sorte. Et puis les cultures, elles évoluent. Les Sénégalais qui vivent aujourd'hui, ils vivent pas comme... qu'elle est éducative, elle est culturelle. Oui, en quelque sorte. Mamoudou Mara. Je comprends ce que vous dites. Vous avez parfaitement raison de dire cela. La particularité sénégalaise, elle est belle. C'est ce qui fait que le Sénégalais est exceptionnel. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais là où je ne serais pas d'accord avec vous, qu'est-ce que vous faites du Sénégalais moins qui ne mange pas 3 fois par jour? Mais le Sénégalais moins qui ne mange pas 3 fois par jour. Le Sénégalais moins qui ne mange pas 3 fois par jour. qui défend aujourd'hui Khalifa Sall. Le Sénégalais qui ne mange pas 3 fois par jour, c'est ce Sénégalais aujourd'hui qui défend aujourd'hui Khalifa Sall. On n'a pas véritablement une cartographie des partisans de Khalifa Sall. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur, de ce que vous me dites tout à l'heure. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ça veut dire que si je vous parle de particularité, c'est parce qu'elle existe. Je suis sénégalais et je vis dans cette communauté. Elle existe, mais je pense que ce que nous devons, vous et moi, on n'est pas loin en termes de génération, sur lequel nous devons nous appuyer pour notre pays, c'est de demander aux gens qui nous dirigent, à nos leaders politiques, d'accepter une certaine transparence, d'accepter de l'éthique. Je suis entièrement d'accord avec vous. Qui gèrent nos biens publics. Je trouve scandaleux, par exemple, que le président Sall, quand il a pris le pouvoir, qu'il déclare qu'il a un bien de 3 milliards de francs CFA. Je dis, monsieur, vous avez 3 milliards ou un peu plus de francs CFA que de biens qu'il possédait. Je trouve ça scandaleux parce que c'est des hommes qui ont évolué dans la sphère publique. Et pour moi, la sphère publique, la véritable justice pour moi, c'est la justice sociale. Est-ce qu'il y a la rationalité dans tous les politiciens que vous... Est-ce qu'il y a, vous voyez, alors, Ibouba, vous êtes beaucoup dans la comparaison, mais alors, effectivement, il y a beaucoup de ces faits-là qui se passent, bien entendu, ailleurs, mais ça ne peut pas nous empêcher de nous pencher, effectivement, sur il est libre de des cas comme, je voudrais juste comme celui de Khalifa Sall. Moi, je ne suis pas un défenseur de Khalifa Sall. Je suis journaliste, point barre. Je ne suis pas un défenseur de Khalifa Sall. Je ne suis pas un défenseur du président Sall. Okay? Je suis juste sénégalais et je suis fier d'être sénégalais. Par contre, si je vous peins un tout petit peu le paysage politique sénégalais, c'est parce que, à ma vision spontanée des choses, je sais que ça se passe comme ça. Ce que vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous ne vivez pas dans cette communauté-là. C'est exactement ça. Mais par contre, vous avez donné, ce qui est intéressant, vous avez donné l'exemple de la France. Vous avez parlé effectivement du cas de Jospin, parce qu'il était le seul Premier ministre qui n'a pas touché donc, à cette caisse-là. Exactement, ça c'est très intéressant. Mais au Sénégal, vous avez vu exactement, lorsqu'il était... il y a différentes caisses. Vous allez à l'Assemblée nationale, il y a une caisse pour l'Assemblée nationale. Vous allez à la mairie de Dakar, il y a une caisse à la mairie de Dakar. Mais ces caisses-là, ça sert à quoi? Ça sert effectivement à venir à pallier aux différents problèmes de la société. Vous voyez, vous avez parlé de logement, vous avez parlé des gens qui sont malades, vous avez parlé de ces citoyens qui n'ont pas de quoi en manger. Qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, on se sert de cette caisse-là pour pouvoir pallier les problèmes de ces gens-là. Mais ça pose une vraie problématique sur le développement, sur le court-termisme, sur juste une politique de plâtrage. Mais même en France, ça se passe, monsieur. Oui, mais la France n'a pas les mêmes réalités une fois de plus que le Sénégal en termes de développement. Mais en France, ça se passe. Si le Sénégal a choisi cette façon de le faire. Mais une fois de plus, il faut regarder vers d'autres types de démocratie. Ça se passe mieux en France. Écoutez, je suis en France, ça fait plus de 27 ans. Donc ça se passe. Vous vivez pas au Sénégal? D'accord. Non, je vis au Sénégal. Je suis sénégalais d'origine. Mais vous vivez en France? Oui, je vis en France, d'accord. Voilà. Mais c'est pas... Ce qui est grave quand même, c'est que c'est pas parce que ça se passe dans un pays que ça devrait se passer chez vous. Et c'est ça, je trouve quand même grave. Quand vous dites que, parce qu'en France, que Jospin, je l'ai dit, voilà, Jospin, il fait partie du seul Premier ministre de la 5e République. Monsieur, chez vous en Guinée, ça se passe comment? Bon, alors, on va quand même essayer, voilà, poursuivez Mamoudou Mara, on ne va pas faire des comparaisons pays par pays. Au sein de la 5e Constitution, qui est parti en laissant la caisse au niveau de la primature, qui a laissé de l'argent de l'État. Pourquoi? Parce que c'est un homme avec des valeurs, avec de l'éthique. Ok, on parle du Sénégal. Au-delà du Sénégal, que ce soit la Guinée, je suis originaire de la Guinée, que ce soit la Guinée, que ce soit la Tanzanie, que ce soit d'autres pays d'Afrique. Ce que je veux pour mon Afrique, c'est des hommes et femmes politiques exemplaires. Voilà.
de toute exemplarité. Quand on gère un bien public, pour moi, on a la responsabilité morale de dire la vérité aux gens. Et cette responsabilité morale vous incombe, m'incombe. Parce que si notre génération rate le coche de développement, de l'ascension sociale, c'est nos enfants qui vont en pâtir. La France, elle est 5e puissance aujourd'hui. La France, aujourd'hui, elle a tout ce qu'elle veut. La France, on parle de logements sociaux en craint. Les gens sont en difficulté. Aujourd'hui, on parle de la crise des gilets jaunes. Parce que les gens ont une certaine mentalité. Parce que les gens ont la capacité de se défendre. Les gens, il y a des institutions fortes qui sont capables d'entraîner le pays vers un certain changement, vers un certain dynamique. Nous n'avons pas atteint ce niveau. Donc, il est de notre devoir de demander. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait un certain trajet que nous devons faire ce trajet. Non, nous pouvons créer un certain modèle de développement à nous, de faire en sorte que ce modèle coïncide avec nos traditions, avec nos cultures, mais tant que c'est régi par la loi, tant que c'est régi par la législation, c'est une bonne chose. Pour moi, l'exemplarité, la moralité, l'éthique demeurent la voie de la transparence pour le peuple africain. Très bien, alors on va passer à une toute autre actualité cette fois et on prend la direction de l'Afrique du Sud, c'est dans le grand angle. L'Afrique du Sud qui se dote d'un salaire minimum, il devrait être instauré dès le 1er janvier prochain. Cela fait 4 ans que cette mesure est en gestation. Son adoption est une première dans ce pays. Il devrait bénéficier à 6 millions de travailleurs. Pour le gouvernement, ce salaire doit constituer un cap historique pour remédier aux difficultés des salaires des plus pauvres. Seulement, voilà, ce salaire est fixé à 20 rand par heure. 20 rand, c'est $1,45. Un plafonnement bas, dénonce l'opposition. Et de l'autre côté, les analystes qui considèrent que l'introduction de cette réforme pourrait aussi peser sur l'économie. Solène Duplessis. C'est désormais officiel, le salaire minimum entrera en vigueur dès le 1er janvier 2019 en Afrique du Sud. Un salaire fixé à 3 500 rand par mois, soit 20 rand de l'heure, qui augmentera le revenu de près de 6 millions de travailleurs pauvres. La mesure vise à réduire les inégalités salariales dans le pays où plus de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 620 rand par mois, l'équivalent d'environ 40 €. C'est un progrès historique pour les travailleurs d'Afrique du Sud qui ont été exploités pendant des générations. C'est aussi un grand progrès pour le mouvement syndical et pour tout le monde du travail, car il démontre l'engagement des employeurs pour des salaires plus justes et de meilleures conditions de travail. La mesure est toutefois critiquée par l'opposition et plusieurs syndicats. Le parti de gauche radicale de Julius Malema, les combattants pour la liberté économique, juge le montant insuffisant et met en garde contre d'importantes pertes d'emplois. Le montant est minime. Mais ça va poser problème au niveau des petites et moyennes entreprises parce qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer quand même ces stricts minimums-là. Effectivement, ça pourrait contribuer à augmenter le chômage parce que beaucoup de petites et moyennes entreprises affirment qu'ils sont incapables de travailler avec cette contrainte, imposer un salaire minimum. Parce qu'avant, c'était hyper flottant, chacun payait selon ses moyens. Un salaire minimum jugé trop faible que le président justifie par l'économie en berne du pays. La relance économique reste en effet la priorité du président Cyril Ramaphosa. Une économie qui a enregistré une croissance de 2,2% au 3e trimestre 2018, sortant ainsi officiellement le pays de la récession. Alors, faut-il instaurer un salaire minimum en Afrique du Sud pour les Sud-Africains? Oui, mais le problème se joue au niveau du plafonnement. Et là, le gouvernement a opté pour 20 rand, donc $1,45. Est-ce que ce faible plafonnement, Eliamine Soum, ou même le fait même d'instaurer ce salaire minimum dans ce contexte économique assez difficile, il faut bien le dire, actuellement en Afrique du Sud, ne risque pas d'avoir un effet contre-productif finalement? C'est difficile de prédire l'avenir. Tout ce qu'on peut essayer de comprendre sur ce qui se passe sur l'économie sud-africaine, c'est une économie à la base minière. On voyait les images de Johannesburg, toutes ces villes se sont développées sur la mine. Et donc la nécessité d'avoir une main-d'œuvre pas chère. C'est-à-dire que ce n'est pas une économie basée sur de l'industrie. Bon, c'est un peu un découpage du monde. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, les matières premières sont en Afrique et au Proche-Orient. La Chine, enfin l'Asie plutôt, est un peu de manière assez schématique l'usine du monde. Et les richesses sont dans les pays du Nord. Et la recherche et développement. C'est-à-dire ce qui fait la richesse aujourd'hui d'une nation, c'est l'aspirine ou le vaccin qu'on va vendre. Et on regarde sur
sur le continent africain, on fait de la recherche sur du Alzheimer et pas forcément sur la question du malaria, de manière très schématique. Pour revenir sur l'Afrique du Sud a cette problématique de formation. Quand, après la fin de l'apartheid, Mandela disait « jetez vos armes à la mer », eh bien, il s'est aperçu qu'il avait une armée, une masse d'une population qui n'était pas formée, qui n'était pas prête pour répondre à un certain nombre de défis. Et on a un autre facteur, c'est qu'on a le départ d'une partie notamment des Blancs, pour tout un tas de raisons, la politique notamment du Black Empowerment, d'Affirmative Action, pour la prise de pouvoir politique post-apartheid, notamment des populations noires. Et on a comme un déficit ou une véritable problématique de transition au niveau de la main-d'œuvre. Donc ça, c'est ce qui aussi pose tout un tas de questions sur l'économie d'Afrique du Sud, qui est en train de devenir une économie de services. Le secteur bancaire, le secteur des assurances, enfin tous ces secteurs qui sont en plein boom. Et donc, bien évidemment, si on veut aller dans une économie moderne, il faut un salaire minimum, il faut des garanties pour les travailleurs et il faut intégrer l'économie informelle. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus sain. Maintenant, quelles sont les dispositions? Est-ce qu'on fait attention aux petites entreprises pour assurer la transition? Donc ça, c'est tout un tas de questions qui se posent par rapport à la transition. Mais il y a aussi, il faut bien prendre en compte les dynamiques au sein de la société sud-africaine, qui est une période de longue transition post-apartheid avec un véritable chamboulement, c'est-à-dire, pour faire très simple, les Noirs au poste politique, les Indiens et les Blancs qui contrôlent encore un certain nombre de secteurs de l'économie, des secteurs extrêmement importants. Et cette transition n'est pas encore achevée, avec un niveau de qualification qui reste à augmenter pour répondre aux besoins de l'économie sud-africaine. Ibouba, certains économistes craignent que ce salaire minimum n'entraîne une explosion du secteur informel, mais aussi du chômage. C'est une possibilité? Oui, c'est une possibilité, mais ce qu'il faudra saluer, justement, je crois que le président Cyril Ramaphosa n'a fait que régler une certaine injustice sociale au niveau donc, de ce pays, au fait, qui est l'Afrique du Sud. Parce que depuis que l'Afrique du Sud est l'Afrique du Sud, jamais il y a eu une augmentation donc, il n'a existé. Mais on parle quand même que de 20 randes. Même si c'est 20 randes, même si c'est 1,45 $, je crois que c'est très important. Au moins, ça se sentira, parce que vous avez parlé tout à l'heure donc du secteur informel qui bat son plein, effectivement, comment ça s'appelle, en Afrique du Sud. Puisque nous savons très bien que pour pouvoir intégrer, donc, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue à côté, je crois que c'est tout à fait rationnel cette thèse. Il va falloir donc essayer quand même de poser plutôt donc certains jalons qui vous permettra effectivement donc d'intégrer donc cette masse-là. Et pour cela, aujourd'hui, il va falloir essayer donc de mettre une certaine nomenclature et essayer de voir comment est-ce qu'il faut aborder donc tous ces termes-là économiquement. Et je crois que ce qui est salutaire dans cette mouvance-là, même si on est aussi à la veille des élections présidentielles en 2019, ce qui fait qu'aujourd'hui donc il y a tout ce geste-là qu'on essaie d'afficher. Mais c'est quand même salutaire, puisque aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas fortuit que Cyril Ramaphosa donc, puisse quand même monter donc, ce truc, comment ça s'appelle, cette somme à 1,45 $. Même si c'est minime, mais c'est important. Alors on s'interrompt quelques secondes, parce qu'il y a énormément effectivement de questions à se poser sur ce salaire minimum, notamment sur son applicabilité. On va en parler tout à l'heure, Mamoudou Mara, je vous poserai la question. Mais en attendant, on se retrouve dans quelques instants, juste après cette courte pause. À tout de suite.